Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici à Devox aujourd'hui pour vous parler IA. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler entraînement de modèles, on ne va pas parler d'IA générative, on ne va pas non plus parler de construction de réseaux de neurones, mais bien d'API de machine learning. Donc on va voir comment, en tant que développeur, on peut être capable donc soit de créer notre propre API avec des modèles existants sur étagère, ou bien même de consommer des API de machine learning pour un besoin. Aujourd'hui, on va voir comment il est possible de transcender les frontières linguistiques en utilisant l'IA pour être inclusif, c'est-à-dire passer de l'audio à l'écrit avec du speech to text, également traduire dans une autre langue, ou par exemple pour des personnes malvoyantes, passer du texte, cette fois-ci, à l'oral. Tout d'abord, une petite présentation. Donc, je m'appelle Eléa Péton, je suis Machine Learning Engineer chez OVH Cloud dans l'équipe AI Solutions. Le but de notre équipe, c'est vraiment de venir créer des verticaux sur nos 3 produits d'IA, donc que ce soit pour l'entraînement ou le déploiement de modèles en production et donc de venir créer la couche un petit peu software par-dessus ces solutions dans le cloud. Si ça vous dit, je vous propose d'embarquer avec moi aujourd'hui dans le développement d'une solution de transcription temps réel pour vos contenus multimédia. Mais avant ça, une petite introduction. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par contenu multimédia et quels sont leurs différents publics? De manière générale, par contenu multimédia, on va parler de vidéos, de photos, d'audio, d'affiches au sens large du terme. Alors ça peut être des infographies, ça peut être des affiches publicitaires, ça peut être globalement le contenu d'un website. Donc tous ces contenus-là peuvent se retrouver sur un website. Donc vous aurez des images à certains endroits, quelques vidéos par exemple de présentation, également du texte. Et souvent on va avoir un public ciblé. Je prends un exemple. Alors je suis bretonne, au hasard, là je vais choisir une entreprise qui fait du kouign-amann. Donc cette entreprise-là, potentiellement, son website va être qu'en français. Et donc elle va cibler un type de public français, voire breton. Si elle souhaite l'exporter à l'international, parce que tout le monde aime ça, il n'y a pas de débat, eh ben, on va devoir élargir le public, c'est-à-dire potentiellement traduire dans une autre langue, adapter non pas seulement le texte, mais également les vidéos dans une autre langue et toute la partie audio. Pour cela, on va avoir besoin de différentes méthodes en IA, la première étant la traduction. Potentiellement, on va avoir besoin de traduire notre page web, un post LinkedIn, un post Twitter ou sur tous les autres réseaux sociaux qui existent, ou bien même ces slides. Aujourd'hui, mes slides sont en français, je pourrais tout à fait les traduire en anglais avec ces outils-là. On aura également la transcription pour passer de l'oral à l'écrit. Alors là, rien de mieux que l'exemple temps réel que vous avez devant, c'est pas moi qui le génère, mais ça permet de sous-titrer des vidéos, des podcasts. Également pour des personnes malentendantes, eh ben, d'inclure ces personnes-là sur des présentations, sur des vidéos, en ayant une transcription écrite. On peut également transcrire, par exemple, le contenu d'une réunion sur Teams ou autre. On aura aussi la synthèse vocale. Alors la synthèse vocale, c'est le sens inverse, c'est le text-to-speech. Cette fois-ci, on a du texte et par exemple pour des personnes malvoyantes, eh ben, on va avoir une audio-description ou un passage à l'oral avec de la voix. Ça va donc favoriser encore une fois l'accessibilité, mais aussi ça va permettre de doubler globalement n'importe quelle voix. Enfin, on va avoir la description. Alors la description, ça va couvrir tout ce qui est résumé également. Ça va par exemple pouvoir décrire une vidéo, un podcast, ça va pouvoir résumer le contenu d'une réunion ou encore une documentation. Par exemple, si le contenu d'un website est assez fourni, s'il y a beaucoup d'informations, eh ben, des outils d'IA peuvent tout à fait vous en renvoyer le résumé. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est qu'à partir de toute cette méthode-là, on commence par construire une petite web app que je vais appeler Multimedia Translator. Et on va tester, on va essayer de mettre un lien d'une vidéo YouTube dans une langue. Donc par exemple ici French, donc si ma vidéo source est en français. Choisir une langue cible, donc par exemple l'anglais. Et choisir son type de transcription. Est-ce que je souhaite, par exemple, doubler la voix? Dans ces cas-là, je vais choisir Voice. Je vais également choisir le type de voix, donc si c'est un homme, une femme. Ou alors, je vais choisir le sous-titre avec donc du speech to text plus de la traduction pour pouvoir tout simplement sous-titrer mes vidéos. À la fin, j'aimerais être capable de jouer ma vidéo dans une autre langue, voire de pouvoir la télécharger. Pour ça, avant de construire cette web app, effectivement, il faut définir certains objectifs.
Et parmi ces objectifs, ça va être le besoin, définir les personas à qui s'adresse ce type d'outil. Ensuite, on va venir sélectionner les modèles d'IA. Et là, on va voir qu'il n'y a pas besoin d'être data scientist, machine learning engineer ou de travailler dans le domaine de l'IA spécifiquement. On va vraiment s'intéresser aux besoins utilisateurs. Ensuite, je vais vous proposer deux méthodes différentes pour choisir ces modèles. On va pouvoir partir sur de l'open source. Je vous présenterai d'abord donc les principales bases de ces modèles, comment il est possible ensuite donc, de les exporter et de les déployer, en tout cas sous forme d'un serveur d'inférence. Si vous voulez avoir quelque chose de plus simple, de clé en main, on partira sur le choix d'AI Endpoints, une solution que je vous présenterai au cours de la conférence. Enfin, une fois qu'on aura un serveur d'inférence existant ou un endpoint API, globalement que le modèle sera en train de tourner sur GPU, on va pouvoir développer la partie client, donc la web app en question. Globalement, ça va être essentiellement la partie front-end avec un petit peu de processing d'audio, on le verra également. Enfin, on pourra déployer l'app end-to-end et je vous laisserai la tester pour voir si ça fonctionne. Donc première étape, la définition des besoins. Alors ici, je vais définir 4 personas différents. Le premier veut par exemple transcrire ses meetings à l'écrit, en faire potentiellement le résumé, voire le transcrire dans d'autres langues. On peut penser par exemple à une entreprise française qui veut s'étendre à l'international et donc inclure de nouveaux collaborateurs. Dans un second temps, je reprends mon exemple d'entreprise de Kunyaman qui veut se développer à l'international. Et bien, potentiellement, elle aura besoin de transcrire, de traduire ses contenus multimédia et d'adapter ses vidéos pour éviter d'avoir à tout refaire de zéro. Quelque chose de très important, c'est également être plus inclusif. On va venir inclure des personnes malentendantes, malvoyantes, en passant par exemple de l'écrit à l'oral ou de l'oral à l'écrit, voire en rajoutant de l'audio-description. On peut également inclure des personnes qui ne parlent pas la même langue que nous en venant traduire ces différents types de contenus. Et enfin, on peut avoir des créateurs de contenu alors au sens large du terme. Par exemple, si vous annoncez votre conférence sur Twitter, sur LinkedIn, eh ben, vous allez vouloir ou pouvoir transcrire et traduire cela. Donc, par exemple, je pense au alt text, vous savez qu'on rajoute sur les images, eh ben, on peut très bien le traduire dans différentes langues grâce à ces outils. Maintenant qu'on a défini nos principales personas, qu'on a un petit peu en tête le multimédia translator qu'on veut créer, eh ben on va définir 3 tâches cibles. La première étant l'audio recognition, c'est-à-dire la reconnaissance de l'audio et sa transcription sous forme écrite. Le text translation, donc la traduction au sens large du terme, donc du texte to texte. Et enfin la synthèse vocale, donc le speech synthesis, globalement passer du texte à une voix prononcée, que ce soit pour un homme, une femme et peu importe l'émotion de la personne ou son accent. Maintenant qu'on a nos principales tâches de définir, on va venir choisir ces modèles. Alors tout d'abord, ici, en fonction de ces tâches, j'ai défini donc 5 modèles différents. Le speech to text, on passe de l'audio à l'écrit dans la même langue. Translation, on passe d'un texte par exemple en anglais à un texte en français. Text to speech, donc cette fois-ci le sens inverse, c'est-à-dire qu'on passe du texte à l'audio dans la même langue. Et 2 tâches un peu plus spécifiques qui vont être le speech-to-speech translation. Donc globalement, on passe d'un audio en français à un audio en anglais directement. Et le speech-to-text translation, on vient avoir un audio par exemple en anglais et un texte en français. Donc on a la traduction qui est incluse dans le process. Et pour ce besoin, eh ben, je souhaite définir certaines langues puisqu'on ne va pas pouvoir avoir toutes les langues et surtout il faut que mes modèles fonctionnent entre eux. C'est-à-dire que si j'ai un modèle de traduction qui prend que 3 langues en compte, eh ben, en fait, ça ne va pas être très utile d'avoir un modèle de speech to text qui en prend une centaine. Et donc, pour ce faire, j'ai ciblé 4 langues. Donc, si on a par exemple un public européen, et donc ces 4 langues vont être l'anglais, l'espagnol, l'allemand et le français. Pour cela, on a besoin de modèles d'IA qui regroupent globalement ces besoins-là, ou en tout cas qui traitent de ces tâches dans ces langues en particulier. Pour ça, eh ben, je vais devoir accéder à mes modèles. Alors ici, le besoin n'est pas d'en faire l'entraînement. On ne va pas avoir besoin d'entraîner ces modèles. On veut vraiment en faire de l'inférence, c'est-à-dire les déployer en production. Cela donc implique de déployer le modèle de manière optimisée. Pourquoi ? Déjà, on veut réduire les coûts, notamment les coûts financiers, et on veut surtout un meilleur ratio entre la précision et la latence. On veut donc des bonnes performances de notre modèle. Pour cela, 2 solutions s'offrent à moi. Donc encore une fois, la première, c'est l'open source. On a de nombreux avantages, mais également quelques inconvénients.
Premier avantage, on a accès à de nombreux modèles, puisqu'aujourd'hui, il existe pas mal de modèles qui sont en open source. On a la possibilité de personnaliser ces modèles, c'est-à-dire que potentiellement, si jamais on a la connaissance, on peut venir fine-tuner, donc réentraîner ces modèles en fonction de notre donnée pour les améliorer sur notre use case. On a également une prédictibilité des coûts, parce que c'est nous qui les déployons, et donc on a potentiellement la connaissance du prix à la fin. Cependant, il y a une certaine complexité de déploiement, puisque ces modèles, il va falloir les optimiser, comme je disais, les compresser, créer ou utiliser un serveur d'inférence, et ça va demander certaines connaissances. La gestion du run sera également de notre côté, puisque c'est nous qui les déployons, et c'est donc à nous de les maintenir en l'état. Il faut également faire attention à tout ce qui est usage, commercial ou non, par rapport aux licences. Et donc, pour cela, ça demande certaines connaissances en machine learning, des notions d'optimisation de modèles, c'est-à-dire comment on peut faire en sorte que notre modèle sur étagère, je puisse l'utiliser à moindre coût, avoir des GPU à disposition, forcément, et forcément du temps. Seconde méthode, c'est les solutions clés en main. Donc, utiliser des endpoints API à disposition. Aujourd'hui, je vous présenterai Pseudo-VH Cloud. Il en existe plein d'autres, sur Hugging Face par exemple, ou chez d'autres cloud providers. Pour des raisons évidentes, je prendrai Pseudo-VH. Il y a une simplicité d'usage, puisque ça se fait au call API. On a des performances qui sont souvent optimales, puisque ça a été développé pour ce besoin-là, et pas de gestion du run, puisque ça se fait du coup chez la personne qui vous les fournit. Par contre, le coût peut être variable. Dans le cas, par exemple, où on a des solutions pay-per-call ou pay-per-token ou des choses comme ça. Et il y a souvent peu de possibilités de personnalisation pour la simple et bonne raison que c'est un modèle dans un catalogue, sur étagère, et donc vous n'avez pas de possibilité de réentraînement. Qu'est-ce que demande cette solution? De comprendre les paramètres d'entrée du modèle. Globalement, si j'ai un modèle d'audio qui me demande du Wave ou du MP3, si je lui envoie du MP4, ça ne le fait pas. Il y a une petite partie d'adaptation à faire, mais ça reste très correct. Également, une appropriation des sorties du modèle. On le verra tout à l'heure, mais si mon modèle me renvoie des timestamps, donc par exemple le début d'une phrase en millisecondes et la fin d'une phrase pareil en millisecondes, comment je peux transformer ça en fichier SRT qui va me servir à faire du sous-titrage. Et enfin, il faut des connaissances en puzzle, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Je vous propose qu'on s'intéresse à la première partie, à l'open source. On n'aura pas le temps de rentrer vraiment dans le détail de la construction, de l'optimisation, parce que ça peut prendre quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. À moins que vous restiez encore 2 semaines à Devoxx, mais ça, je ne suis pas sûre. Donc, on va voir dans les grandes lignes comment ça se passe pour utiliser des modèles open source et les déployer en production. Où trouver des modèles? Aujourd'hui, je prends l'exemple de Hugging Face. Je pense que c'est un des plus gros fournisseurs de modèles open source. Vous pouvez aller sur Hugging Face Task. En fait, vous avez toutes les tâches de ML. Donc, vous trouverez globalement tout ce dont vous avez besoin de manière donc gratuite. Aujourd'hui, moi, je vais avoir besoin de 3 tâches en particulier. Donc, Automatic Speech Recognition pour tout ce qui est audio vers du texte, Translation pour la traduction, et Text-to-Speech pour la synthèse vocale. Vous pouvez voir ici qu'on a quand même de nombreux modèles et donc un panel de possibilités qui pourront sans doute répondre à votre besoin. Si on parle d'audio, il y a par exemple les modèles donc, de chez OpenAI qui sont open source, ceux-ci, et qui sont sous licence qui autorise l'usage commercial. Et donc, par exemple, on a le OpenAI Whisper large avec la 3e version. Comment choisir mes modèles? C'est une bonne question. Juste ici, en haut, vous avez des filtres. Donc là, vous avez tout ce qui est tâches, licences. Mais juste là, par exemple, vous pouvez choisir si c'est les modèles qui ont été les plus téléchargés, les plus likés, ou encore si sont ceux les plus à la mode en ce moment. Pour la traduction, encore une fois, il en existe plusieurs. Dans notre cas, on va voir qu'on va utiliser le modèle de chez Google, le T5 Base. Encore une fois, il y a le large, le small, à adapter aussi selon vos besoins. Si vous avez un besoin de latence minimale, potentiellement, vous allez prendre celui qui va répondre le plus rapidement. Par contre, si vous voulez une précision extrême, vous allez peut-être prendre le large qui met plus de temps à répondre, mais qui a souvent une meilleure précision à la fin. Et enfin, pour le text-to-speech, on peut par exemple choisir celui de chez Coqui. Donc, encore une fois, vous pouvez choisir en fonction de votre besoin. Attention, un modèle peut être très bon dans un domaine.
Donc, par exemple, peut être très bon dans un domaine commercial, technique. Par contre, forcément, si vous l'adaptez ou si vous voulez l'utiliser dans le domaine médical, ça ne sera pas forcément le cas. Donc, il y a aussi tous ces paramètres à prendre en compte en fonction de votre domaine d'application. Maintenant, ma question, c'est comment déployer ces modèles. Alors déjà, moi, je vais accéder à un notebook dans le cloud avec GPU pour la simple et bonne raison que j'ai besoin de tester mon modèle sur la même carte que celle avec laquelle je vais le déployer. Donc, je vais accéder à ce notebook-là. Ensuite, je vais venir tester mes modèles localement, déjà pour vérifier que mon modèle correspond bien à mon besoin. Je vais exporter ces modèles au format ONNX. Alors, ONNX, c'est un format d'exportation, il en existe plusieurs. Globalement, dans les grandes lignes, on va venir un petit peu compresser mon modèle pour qu'il prenne moins de place et qu'il réponde plus vite. Encore une fois, c'est vraiment vulgarisé. Si vous avez des questions à la fin, on pourra en rediscuter. Ensuite, je vais développer les fonctions de pré-processing et post-processing autour de ce modèle. Alors, on verra après, mais un modèle d'IA, ça ne parle pas vraiment le même langage que nous. Donc, en entrée, il veut des tenseurs, et en sortie, il veut des tenseurs. Sauf que nous, ça, on ne le comprend pas. Et donc, il va falloir, en fait, globalement encoder la donnée et la décoder en sortie du modèle. Ensuite, il va falloir formater le repo, donc le code du modèle en fonction du serveur d'inférence que vous choisirez. Aujourd'hui, on verra qu'on utilise Triton Inference Server de chez NVIDIA, qui est une solution open source. Ensuite, c'est mieux d'aller stocker ces modèles une fois que tout ça c'est prêt, donc par exemple dans un bucket S3. Et enfin, déployer le serveur d'inférence dans le cloud, donc potentiellement sur la même carte, sur le même GPU que celui sur lequel vous l'avez testé. Alors, première étape, je vous propose d'accéder à un notebook. Pour cela, j'ai différents besoins. Notamment, j'ai besoin de ressources de calcul. Donc, comme je vous le disais, des GPU, donc, par exemple, en fonction du modèle, une V100S, une A100, une H100. On a également des L4, des L40S. Tout dépend du besoin. Ensuite, on va avoir besoin d'un Jupyter Notebook, donc un éditeur de code globalement dans le cloud avec un environnement pré-packagé. Et ensuite, on va avoir besoin d'un mode d'accès, donc par exemple privé, avec un access token, si jamais on veut que tout ça, ça reste privé et secret. Pour cela, alors chez OVH, on a une solution, il en existe d'autres. Nous, on fournit un notebook as a service, donc avec un Jupyter Lab ou un Visual Studio Code préconfiguré, avec différentes ressources de calcul, notamment donc CPU ou GPU. Le mode de facturation, c'est à la minute utilisée. On a également un environnement pré-packagé, donc avec les plus gros frameworks d'IA, à savoir PyTorch, également TensorFlow, Transformers. Et enfin, on a une persistance du workspace. En 2 mots, vous le stoppez le vendredi pour partir en week-end. Vous le redémarrez le lundi. Votre notebook sera en l'état avec vos packages installés et en état de fonctionner. Maintenant qu'on a notre notebook de prêt, je vous propose de tester les modèles localement. Pour tester les modèles, on va accéder au notebook dans le cloud. Et on va voir en fait comment on peut tester ces modèles-là. Comment on peut les charger rapidement, parce qu'on n'a pas envie que notre test prenne trop de temps, et comment les exporter par la suite. Alors je vais zoomer un petit peu, n'hésitez pas au fond à me dire si c'est trop petit, je peux agrandir encore un petit peu la taille. Globalement, ici ce que je fais, c'est que je suis venue chercher mon modèle depuis le Hugging Face. Donc j'ai téléchargé les dépendances dont j'ai besoin. Et vous voyez qu'en vraiment quelques lignes de code, parce qu'il y a pas mal de commentaires, j'ai pu tester une première fois mon modèle. Là, c'est un test très simple. On peut imaginer le faire sur un dataset de test si vous en avez un à disposition. Première chose, c'est de venir en fait définir ce qu'on appelle le tokenizer. Dans le tokenizer, ça va vraiment occuper la partie un petit peu encode-décode dont je parlais tout à l'heure, avec la partie pré-processing, notamment pour du texte. Ensuite, on va avoir le chargement du modèle ici. Et le prompt. Donc mon prompt, ça va être une entrée. Donc par exemple, ici, on va dire Translate English to French avec la phrase que je veux tester. Et on va envoyer toutes ces informations-là à mon tokenizer, à mon modèle, et encore une fois au tokenizer pour décoder. Et on finit avec un petit warning qui n'est pas bien grave, et surtout la traduction à la fin. Si on estime que c'est bon, eh ben, la seconde étape sera d'exporter mon modèle au format ONNX. Alors pour exporter mon modèle au format ONNX, je vais avoir quelques tests à faire. Je vais accéder encore une fois donc, à mon notebook. D'ailleurs, j'aurais pu garder le même. Hop. Donc là, c'était ma première phase de test avec ma traduction. Maintenant, il y a toute la partie exportation.
C'est-à-dire que je vais reprendre le nom de mon modèle. Cette fois-ci, je vais mettre Export as Through. Je vais lui définir un max length en entrée, donc un maximum globalement de tokens en entrée. Et je vais venir sauvegarder ici mon modèle. Ça se fait plutôt bien avec la lib optimum de chez Hugging Face qui va vraiment permettre d'utiliser de l'ONNX et ONNX Runtime pour pouvoir exporter des modèles dans ce format et les déployer par la suite. Juste pour un petit exemple, voilà ce qu'on obtient en sortie. Donc on a différents fichiers ONNX. Alors c'est un petit peu plus complexe, mais c'est des modèles qui fonctionnent sous forme d'encodeur-décodeur. Donc on en a besoin au minimum de 2, voire de 3. Et tous les fichiers de configuration, les fichiers de tokenizer qui vont avec, etc. Une fois qu'on les a exportés au format ONNX, on a encore un petit peu de travail. Comme je vous l'ai dit, ce format-là, il va prendre en entrée des tenseurs et en sortie, il va renvoyer des tenseurs, ce que nous, on ne comprend pas. Et donc, autour de ça, on va venir créer des fonctions de pré-processing et post-processing. À la fin, ce que je veux, c'est d'avoir vraiment un ensemble modèle, ce qu'on va appeler un ensemble modèle, ces différentes briques qui vont venir fonctionner ensemble. Par exemple, en tant qu'utilisateur, je vais envoyer ici de l'audio. Ma fonction de pré-processing va traiter cet audio, envoyer un tenseur à mon modèle, qui lui va renvoyer un tenseur, et ma fonction de post-processing va permettre de décoder la phrase. Pareil pour mon exemple de traduction que j'avais juste avant, j'envoie du texte en anglais. Ici, le tokenizer passe à cet endroit-là. Ensuite, le modèle ONNX. Puis, on a un tenseur en sortie. Et ici, ma phrase est décodée en français. Pourquoi on ne fait pas tout au même endroit? Et bien, tout simplement parce que déjà, donc, comme je vous le disais, le modèle ONNX prend un certain type de données en entrée, on renvoie un certain type en sortie, mais également parce que le modèle ONNX fonctionne sur GPU, tandis que souvent les fonctions de pré-processing et post-processing fonctionnent avec CPU. D'où l'intérêt d'utiliser également un serveur d'inférence qui vous permet de gérer la ressource automatiquement sans que vous n'ayez à le faire. Et donc, on a vraiment la partie pré-processing, post-processing qui tourne sur CPU et donc qui ne consomme pas du GPU pour rien. Une fois qu'on a ça, on va venir formater le repo de modèle en fonction du use case. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va utiliser Triton Inference Server. Si vous avez des questions à la fin, on pourra en discuter avec plaisir. Sinon, il y a pas mal de documentation disponible, c'est open source et donc pas mal d'exemples de fournis sur leur repo GitHub. Comme je vous le disais, on a un ensemble modèle et donc on va devoir ici donc, fournir une certaine architecture. Vous voyez qu'ici, j'ai un empty, parce que mon dossier est vide. Globalement, on va devoir fournir l'architecture comme tel, avec un config.pbtxt qui va donner l'ordre. Donc, il va dire, par exemple, en entrée, tu vas prendre du texte, tu vas l'envoyer au pré-processing, qui lui va l'envoyer au modèle, qui va l'envoyer au post-processing, et en sortie, tu vas me sortir un autre texte traduit. Donc ça permet d'architecturer un petit peu le pré-processing, suivi donc, ici on définit le ONNX modèle, le post-processing, pré-processing, et tous les fichiers de tokenizer dont on a besoin. Une fois que ça c'est fait, on peut tout stocker donc les modèles dans la partie bucket. Donc moi, je vous ai montré l'exemple de NMT avec la traduction avec T5. On peut faire exactement la même chose pour l'ASR ici, pour donc, le speech to text, ou Automatic Speech Recognition, et pour le text to speech ici. J'ai donc 3 modèles repository différents en fonction de ma tâche, et je viens tout envoyer dans un bucket. Je le fais chez OVH parce que j'y travaille. Encore une fois, il existe plein d'autres cloud providers qui vous permettent de le faire. Et enfin, il s'agirait de déployer ce serveur en production pour pouvoir l'utiliser par la suite. Comment on déploie un serveur d'inférence? On va avoir besoin, encore une fois, de ressources de calcul. Et on va également avoir besoin d'une image Docker qui nous permet de faire tourner ce serveur-là. Moi, aujourd'hui, je vais avoir besoin donc, de ressources de calcul. Mes tests, je les ai faits sur une V100OS, donc je vais garder la même chose. Je veux une haute disponibilité. Alors, ça dépend effectivement du nombre d'utilisateurs que vous avez. Potentiellement, je vais pouvoir définir mon nombre de réplicas et avoir quelque chose qui scale. Et enfin, un accès sécurisé avec un token d'accès unique. Pour cela, on a un deuxième outil qui se prénomme AI Deploy. Dans les grandes lignes, c'est du container as a service. Vous arrivez avec votre container Docker et vous lancez un petit peu ce que vous voulez, donc on top de GPU ou CPU. La facturation se fait toujours à la minute et ça permet en fait de vraiment avoir quelque chose d'optimisé, de scalable et de hautement disponible. Donc ça, c'est pour la partie AI Deploy. Je
Je vous propose de vous montrer la commande. Pourquoi? Vous avez peut-être trouvé beaucoup de similarités avec Docker. En effet, c'est du container as a service. Donc on va vraiment partir avec la CLI OVH qui permet donc de déployer une app AI Deploy. Et donc ça va fonctionner de la même façon. Donc, vous pouvez très bien lancer votre conteneur Docker de la même manière. Je renseigne juste le nom de mon app. Ensuite, ma flavor, donc ça c'est pour la flavor V100OS. Je veux un GPU. Mes accès donc avec mes ports HTTP gRPC, mon volume, donc c'est mon bucket S3 avec mes data à l'intérieur. Ici, je vais avoir l'image NVIDIA en tant que telle, donc je vais l'utiliser avec le serveur d'inférence Triton. Et enfin, une petite commande qui me permet d'installer les libs dont j'ai besoin et surtout de lancer le Triton serveur. Donc vraiment, ça se fait en quelques lignes et ça vous permet d'avoir votre serveur d'inférence déployé dans le cloud. Maintenant, si vous ne voulez pas vous embêter avec toute cette partie qui a quand même été très condensée aujourd'hui, vous pouvez utiliser une solution clé en main. Vous pouvez donc venir utiliser la solution dont on parlait tout à l'heure qui se prénomme AI Endpoints. Mais comment les choisir? Et bien, tout d'abord, vous allez pouvoir accéder, je vous donnerai le QR code tout à l'heure, à un nouveau produit qu'on lance chez OVH qui se nomme AI Endpoints. Globalement, une solution serverless, des endpoints API qui servent des modèles d'IA. Vous pouvez les appeler via des commandes curl en Python et vous avez en fait vos modèles exposés. Donc on a un catalogue de modèles qui arrive. Aujourd'hui on a du LLM. Demain on aura toute la partie Speech AI que je vous présente aujourd'hui. Encore une fois, de quoi j'ai besoin? Un endpoint qui fait de l'ASR, donc du speech to text. Un endpoint qui fait du NMT, donc Neural Machine Translation, de la traduction. Et un endpoint qui fait de la synthèse vocale, du text to speech. Maintenant, on a une autre question. Ok, c'est bien, on a 3 endpoints séparés, mais comment on les connecte entre eux? Je vous parlais de puzzle initialement. Et ben, on peut tout à fait en fait utiliser de cette façon-là. J'ai mon audio input, donc par exemple que je viens extraire de ma vidéo pour le Multimedia Translator. J'ai ma langue source ici, et donc là je vais avoir mon text to speech, mon speech to text pardon, qui se passe. En sortie, je vais avoir du texte dans ma langue source qui va être traduite via ce endpoint-là et avec la target language. J'ai envoyé ma sortie à mon text to speech. Hop, ici, je vais préciser si je veux une voix d'homme, une voix de femme, par exemple. Et en sortie, je vais avoir un nouvel audio, mon audio output, dans la langue traduite. Et donc, ça permet vraiment de combiner mes endpoints API facilement, sans avoir à connaître quoi que ce soit en IA. Globalement, je prends juste la sortie de chaque modèle que je viens adapter pour l'envoyer au suivant. Toutes les parties pré-processing et post-processing un petit peu complexes à construire autour du modèle ONNX sont inclus en fait dans ces endpoints. Une fois que j'ai mes endpoints, il faut développer la partie client. Et là, on va voir comment faire. Pour rappel, on voulait entrer un lien de vidéo YouTube pour pouvoir le traduire ou le transcrire dans une autre langue. Ça, c'était pour le texte. On voulait également pouvoir sous-titrer. On verra que le sous-titrage, il y a un petit peu de travail. Il faut caler en fait vraiment le texte sur l'audio au bon moment. Ensuite, on va essayer de doubler la voix. Donc passer par exemple d'une vidéo qui est en français à une vidéo qui est en anglais. On va également pouvoir choisir le genre. Est-ce qu'on veut que ce soit une voix d'homme, une voix de femme, peu importe la langue. Et on va vouloir télécharger la vidéo résultante. Donc ça, en résumé, c'est ce qu'on souhaite faire. Pour ça, on a un peu de travail. Ici, je vais vous montrer comment il est possible de générer un fichier SRT, donc globalement générer des sous-titres avec les timestamps qui correspondent. Ensuite, on verra comment conserver les silences pendant la traduction. Pourquoi? Parce que le speech to text, si je ne génère pas globalement les timestamps, donc les zones audio, je vais avoir tout mon texte affilé, et mon texte to speech, c'est pas comme nous, être humain, il n'a pas besoin de faire des pauses. Donc il va vous sortir un audio d'affilé, donc ça va être déjà très peu naturel, et surtout ça ne va pas coller à la vidéo que vous avez de base. Et donc pour ça, on va voir comment doubler l'audio d'une vidéo dans une autre langue, en conservant ces moments de pause qu'il y a à l'oral. Je vous propose de commencer par la génération d'un fichier SRT. Alors pour ça, je vais retourner sur un notebook. Alors là, pour le coup, je retourne sur un notebook dans le cloud. Vous pouvez très bien le faire en local, il n'y a pas besoin de GPU ni quoi que ce soit. C'est vraiment, ça se fait relativement facilement.
Alors ici, j'ai un serveur Riva. Qu'est-ce que c'est Riva? Riva, c'est une solution de speech AI au sens large du terme de chez NVIDIA. Aujourd'hui, je vous le montre avec toute la partie du coup comment on le construit, comment on gère les fichiers SRT, les sous-titres, etc. Avec AI Endpoints, en fait, tout ça sera packagé et vous pourrez le faire beaucoup plus facilement. Le but, c'est vraiment de comprendre les enjeux du speech AI et de savoir en fait comment on peut manipuler ces modèles-là. Donc ici, ce que j'ai, c'est que je définis ma fonction ASR Transcription et donc je viens lui fournir, comme dans mon puzzle, la langue source et mon audio input. Ici, j'ai mon serveur d'inférence. Vous pouvez vous imaginer tout à fait que c'est votre endpoint API. Et ensuite, je lui donne la configuration. Alors globalement, qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois, je vais lui envoyer l'audio avec la langue. Je peux appliquer du word boosting, c'est-à-dire que je vais booster certains mots où j'ai envie qu'ils ressortent le plus dans mon audio. Et à chaque fois, je vais enregistrer en fait phrase par phrase avec le début du premier mot de la phrase et la fin du dernier mot. C'est-à-dire que je vais prendre le début, donc le start time du premier mot, et le end time du dernier mot. Et ça va me donner en fait une plage sur laquelle ma phrase est prononcée. Ensuite, je vais faire une petite conversion. Pourquoi? Parce que mon modèle, il sort des valeurs en millisecondes et que moi, dans mon fichier SRT, j'ai besoin de les adapter au bon format. Et enfin, je vais juste générer un fichier SRT, donc venir écrire dans un fichier ce dont j'ai besoin. Je vous propose de jouer l'audio d'exemple et de voir si ça fonctionne au niveau de la transcription. Alors là, on devrait avoir normalement un petit audio qui est jouable dans le notebook. Je ne vais pas jouer les 2 minutes 20, ça va être un petit peu long. On va juste bien vérifier au moment où il y a un silence, voir si après c'est conservé ou non. Is your domain name currently with another registrar and you'd like to transfer it to OVH Cloud? You can do this via a transfer procedure. Before you begin, check out the list of prerequisites. Ok, donc là on voit qu'on a eu quand même un silence assez prononcé. Il y a d'autres silences évidemment, mais nous, en tout cas à l'oreille humaine, c'est celui qu'on entend le mieux. Et on va voir si c'est bien conservé ou pas. Alors ce que je vous propose déjà, c'est d'avoir la transcription à l'écrit. Donc on peut voir que c'est très rapide. Ce n'était pas préenregistré, je préfère le préciser. Et à chaque fois, on va avoir une liste avec la phrase en question. Donc en anglais, on n'a pas encore appliqué la traduction. Le début de cette phrase et la fin de cette phrase en millisecondes. Comme je vous le disais, on va avoir besoin de générer le fichier SRT et donc d'adapter. Donc on va avoir par exemple pour la phrase 0, le début, la fin, la phrase correspondante. Et avec ce fichier SRT, ça va me permettre de venir le coller à ma vidéo et de rajouter des sous-titres. Je vais revenir à ma présentation. Bon, maintenant, on va voir comment conserver les silences pendant la traduction. Alors ça, on va voir que c'est relativement simple. Il me suffit globalement d'un endpoint de traduction et de bien faire attention à conserver à chaque fois le début de la phrase et la fin de la phrase dans la langue précédente. Pour ça, donc encore une fois ici, il faut vous imaginer que vous aurez votre endpoint API pour de la traduction. Et ce que je vais tout simplement faire, c'est créer une nouvelle liste en Python. Je vais lui donner en entrée du coup de cette liste, enfin en première valeur, tout simplement la traduction de mon texte, et ensuite je vais conserver le start time et le end time de chaque phrase. Donc pour ça, j'ai repris l'output de l'ASR, donc ce que vous avez vu juste avant, tac, que vous avez là, et maintenant je vais appeler mon modèle de traduction et voir ce qui me renvoie. Ici, il conserve bien ma liste avec justement ces valeurs de début et de fin. Donc là, on avait l'exemple en anglais, on a bien le texte en français. Si maintenant je teste par exemple, je peux tester en allemand. Ah, j'ai mis un underscore. Ça va moins bien fonctionner. Hop. Je relance ma cellule et donc je devrais pouvoir passer d'un anglais à un allemand. Et bien forcément, il y a un effet démo. Je vais rejouer ma cellule. Hop. Voilà, comme par magie, l'allemand a apparu. Alors je sais pas, je ne parle pas allemand, si quelqu'un peut juger la qualité du modèle, je vous laisse cette possibilité. Et donc que ce soit pour le français ou pour l'allemand, on conserve bien nos start time et nos end time. Donc ça c'était vraiment la partie facile. Maintenant on s'attaque à une partie un petit peu plus compliquée. Doubler la voix.
Donc pour cela, je retourne sur un notebook. Ce qu'on va faire globalement ici, c'est réutiliser ce qu'on a déjà eu, donc du speech to text, de la traduction, et on va venir ajouter un audio dans une vidéo. Première étape, définir ma fonction. Donc pour ça, je vais utiliser une lib qui s'appelle MoviePy et qui me permet de lire ma vidéo clip, de créer ou de lire un audio clip et de globalement enlever l'un de l'autre, superposer l'un de l'autre. Tac. Ici, ma fonction de text-to-speech, donc toujours avec donc, le choix de la voix possible, la target language, comme on a vu dans le puzzle. Petite spécificité, c'est qu'on doit calculer la durée des silences. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, sinon ça va coller les audios entre eux. Et on a également un autre problème, c'est qu'une phrase en anglais et une phrase en allemand, ça ne fait pas la même taille, tout simplement parce que la taille des mots n'est pas la même et que potentiellement la manière de s'exprimer n'est pas la même. Je pense que vous l'avez remarqué, souvent quand on fait une phrase en anglais, elle va être plus courte qu'en français. Et donc ça, c'est assez compliqué à gérer, pour la simple et bonne raison que ça va forcément décaler un petit peu. Donc il faudrait à chaque fois jouer sur la période de silence et donc réduire la partie silence pour éviter de trop décaler l'audio sortant dans le temps. Comment ça se résume ? Et comme cela. Ça, c'est ce que me renvoie mon modèle d'ASR, donc début, fin de chaque frame. Ok, c'est bien, mais entre les deux, moi, j'ai rien. Et donc, je vais venir générer un silence entre chaque pour permettre quelque chose de plus naturel. Alors, je vous propose de vous montrer la vidéo source de l'audio que vous avez entendu. Hop, on va la jouer, on va la traduire. Is your domain name currently with another registrar and you'd like to transfer it to OVH Cloud? You can do this via a transfer procedure. Before you begin, check out the list of prerequisites. Ok, donc j'ai laissé encore une fois le temps du silence et on va vérifier maintenant, donc avec ma traduction par exemple allemande de tout à l'heure, voir si avec le text-to-speech, c'est bien respecté. Donc là normalement vous allez voir, voilà, ma vidéo se générer. Une fois qu'il a l'audio globalement généré, il va venir ajouter ce nouvel audio sur la vidéo. Petit souci et petit truc qui pourrait être amélioré, là on n'a pas de musique, c'est que du coup, avec cette méthode-là, la musique est complètement enlevée. Globalement, tout l'audio est enlevé de la vidéo. Il faudrait réussir à conserver la partie musique tout en rajoutant la voix. Et là, du coup, on rajoute encore potentiellement un nouveau modèle d'IA et une nouvelle feature et ainsi de suite. Et je vous propose de jouer la vidéo en allemand. J'espère que quelqu'un pourra tout me traduire à la fin. Ist Ihr Domainname derzeit bei einem anderen Registrar und Sie möchten ihn zu OVCloud übertragen? Das können Sie über ein Transferverfahren tun. Bevor Sie beginnen, sehen Sie sich die Liste. Et donc on voit que le silence est bien conservé. Donc ça, c'est vraiment pour les parties key feature, un petit peu ce qui peut être implémenté en plus des endpoints. Donc c'est quelques lignes de Python. On va voir, j'avais vraiment pas grand-chose dans mon notebook. Et donc autour de ces endpoints API-là, donc peu importe d'où vous les prenez, vous pouvez construire un petit peu une solution end-to-end qui correspond vraiment à votre besoin. En parlant de solution end-to-end, je vous propose de la déployer. Pour résumer, on avait des serveurs d'inférence, donc que ce soit avec Triton, que ce soit vos endpoints API. On a créé un custom client code, donc globalement une petite web app. Pour ce faire, moi j'ai utilisé Gradio, donc un framework Python qui vous permet de créer des petites apps, notamment dans le domaine de la data science. Si vous êtes expert front, je pense que ça sera bien plus joli. Une Docker image, donc relativement simple à construire. Et enfin, le déploiement d'une app. Donc moi je l'ai fait avec iDeploy, ça peut tourner en local, peu importe, c'est vraiment en fonction de votre besoin. En résumé, pour construire quelque chose de ce type, donc un multimédia translator, vous devez avoir des modèles open source ou AI endpoint, un serveur d'inférence qui tourne et un client qui vous permet de communiquer avec ce serveur d'inférence, donc soit envoyer l'audio extrait de la vidéo, de récupérer les sous-titres et de rajouter les sous-titres sur la vidéo, ou de récupérer le nouvel audio transcrit donc, et traduit, et de doubler la vidéo à la fin pour envoyer toutes ces informations à l'utilisateur. Je vous propose de faire une petite démo de l'app avant que vous puissiez la tester. Alors hop, je vais accéder à mon app, c'est quand même plus drôle de le faire en live. Alors j'ai plusieurs exemples, je vous passerai le QR code après pour que vous puissiez tester. Donc par exemple, ici j'ai activé le nom de domaine, donc, qui est une vidéo en français, et j'ai envie de faire du voice dubbing, donc avec une voix par exemple d'homme. Donc ça je l'envoie, et en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous copier le lien
Bon, si j'y arrive, quoi. Alors, ok. Ah bah, du coup, elle va être générée avant que j'ai réussi à vous montrer l'original. Ok, donc let's go. Là, je vous montre l'original sur YouTube et après, on passe à la traduction. À toutes les... J'ai pas YouTube Premium. Du coup, Pour toutes les PayPal. personnes qui sont enfermées dans un taf qui ne leur convient pas, avec un niveau de revenu qui ne leur convient pas. 6200. C'est le nombre de pensées qui traversent le cerveau d'un être humain en une journée. Et il y a de quoi s'y perdre, et en oublier des choses. Comme renouveler. Donc, un exemple relativement classique. Après, on fera un truc un petit peu moins corporate, je vous promets. Et donc là, c'est censé avoir transcrit la vidéo, donc en anglais. 6,200. This is the number of thoughts that crosses the brain of a human being in a day, and there is enough to get lost and forget things like renewing your domain. Ok, maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on teste le sous-titrage. Donc là, j'ai pris une vidéo de Maha. Donc Maha a fait un talk à Devoxx l'année dernière en anglais. On va voir si on peut le sous-titrer en français. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle accepte qu'on le sous-titre en allemand, je ne sais pas. On va se contenter du français, au moins on pourra voir si ça a été correctement fait. Là, je vais encore une fois donc, vous montrer l'original. All right. First of all, thank you so much for being here. As you favor the talk over the beer and the food out there, so I really appreciate it. Yeah, we can have all of us drink after the talk. We'll enjoy it more, right? Donc, son talk est en anglais. On verra dans l'exemple qu'il y a pas mal de termes techniques. On va voir si le modèle est capable ou non de le conserver. Alors là, il est encore en train de faire son process. C'est un petit peu long. Pourquoi? Alors, ça peut être côté modèle. Ça peut être également parce que je fais appel à l'API YouTube. Et donc ça, pour le coup, on peut être un petit peu tributaire de ce cas-là. Et donc, j'aurais potentiellement pu prévoir un background dans le cas où c'était un peu long à être généré. Globalement, on devrait être capable d'avoir l'output avec à la fois de la voix de Maha, donc l'original en anglais, et le fichier SRT, donc tout simplement les sous-titres qui apparaissent. Le timing est parfait. All right. First of all, thank you so much for being here. As you favor the talk over the beer and the food out there, so I really appreciate it. Yeah, we can have all of us drink after the talk. We'll enjoy it more, right? All right. So I'm going to start by the question, how many developers we have here? Oh, cool. Great. Wonderful. How many of you are using Docker? Great. How many of you are using Kubernetes and know how to customize it? Wow, wonderful. Ok, donc là, on voit que pour le coup, ça fonctionne relativement bien sur des termes techniques et que ça les conserve sans traduire, par exemple, Docker en conteneur ou autre. Je vous propose maintenant donc, de scanner le QR code si vous voulez le tester. Je vois qu'il me reste peu de temps et je vais passer à la conclusion. Au besoin, je vous remettrai le QR code à la fin. Ce sera avec plaisir. Vous avez également le lien d'accès juste en dessous. On va donc passer à la conclusion. Alors, le Multimedia Translator en résumé. Là, c'était un exemple de cas d'application des modèles de speech-to-text, de Neural Machine Translation, de text-to-speech. Globalement, ça va permettre de sous-titrer des vidéos et de les traduire dans une autre langue, voire de les doubler. L'avantage avec AI Endpoint, c'est que ça va être relativement simple d'utilisation et ça va vous éviter de construire toute la stack, d'optimiser les modèles, etc. Encore une fois, si vous avez les connaissances et que vous voulez mettre la main dedans, c'est une aventure passionnante, donc n'hésitez pas à utiliser l'open source. Vous pouvez tout à fait le déployer après avec AI Deploy ou un autre outil qui vous permet de faire de l'inférence, globalement du conteneur as a service avec du GPU, ça fonctionne très très bien. Et enfin, ce n'est pas fini. Pourquoi? On pourrait tout à fait implémenter la reconnaissance des émotions. Si la personne est triste, rajouter une voix triste. Si elle est heureuse, une voix heureuse. On pourrait également implémenter une fonctionnalité qui permet de garder les accents et faire aussi de la transcription temps réel. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire avec ce type de modèle, un multimédia translator, mais aussi bien plus d'autres choses. Je vous propose de scanner le QR code pour, si vous voulez tester AI Endpoints.
Donc, des endpoint API as a service. J'ai un secret à vous dire. L'alpha est ouverte à tous et gratuite. Je pose ça là. Et vous pouvez également flasher l'app, donc le multimédia translator de tout à l'heure si vous n'avez pas eu le temps. Merci beaucoup.